Une femme a vu son monde s'écrouler lorsque son père lui a révélé ne pas être son géniteur biologique. Après des années à croire à un mensonge, elle a décidé de faire un test ADN qui a exposé une vérité inattendue que personne n'aurait pu imaginer. Entre larmes, secrets et réconciliation, un voyage de découverte de soi a transformé non seulement son passé, mais tout son avenir. Une histoire d'identité, de pardon et d'amour qui touchera votre cœur. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez cette émouvante révélation. Ce dimanche-là a commencé comme tant d'autres dans la ferme de ma famille en Normandie. L'arôme du café frais envahissait la maison, tandis que les rayons de soleil traversaient les fenêtres du salon. Ma mère disait toujours qu'il n'y avait pas de ciel plus bleu que celui de notre petit village, et ce jour-là, le bleu semblait plus intense que jamais. Si j'avais su que ma vie allait complètement changer dans les heures suivantes, j'aurais peut-être prêté plus attention aux détails de cette matinée apparemment ordinaire. Mes frères, Antoine et Charles, étaient déjà à table quand je suis arrivée. Ils discutèrent de la gestion de la ferme, comme d'habitude. Tous deux avaient hérité le sens des affaires de mon père, tandis que j'ai toujours été la différente de la famille. À 35 ans, j'avais choisi un chemin distinct. Je travaillais dans l'art, vivais à Paris et ne visitais la ferme que les week-ends. Ma passion pour les couleurs et les formes a toujours été un motif de plaisanterie subtile lors des déjeuners familiaux. La rêveuse de la famille, disait-il, sans jamais cacher leur ton de condescendance. « Bonjour, Hélène. Bien dormi ?» demanda mon père, Jean-Charles, en entrant dans la salle à manger, portant les croissants frais que Madame Dubois, notre gouvernante depuis des décennies, préparait tous les matins. « Comme une souche », répondis-je en me servant une tasse de café. Cette maison a toujours eu cet effet sur moi. Les yeux de mon père, normalement sereins, semblaient inquiets ce matin-là. C'était un homme respecté dans toute la région. Médecin diplômé à Paris, il avait décidé de retourner dans son village natal et de consacrer sa vie à soigner la population locale. Beaucoup d'habitants de ce petit village étaient venus au monde grâce à lui. Le déjeuner s'est déroulé avec l'échange habituel de banalités. Mes frères ont parlé de la nouvelle acquisition de bétail. J'ai commenté ma prochaine exposition à Paris et mon père est resté étrangement silencieux. Ce n'est que lorsque Madame Dubois a servi le dessert, une tarte tatin encore tiède, qui me rappelait mon enfance, qu'il s'est éclairci la gorge, attirant l'attention de tous à table. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il, la voix tremblante. Quelque chose qui aurait dû être dit il y a bien longtemps. Je me souviens parfaitement du poids du silence qui a suivi. Le tintement des couverts contre les assiettes a cessé. Le chant des oiseaux dans le jardin semblait s'être brusquement interrompu. Même le vent, qui faisait normalement onduler les rideaux de la salle à manger, parut se retenir. « Hélène, » continua-t-il, les yeux embués de larmes, « tu n'es pas ma fille biologique ?» J'ai senti comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mes mains, toujours fermes pour peindre, se mirent à trembler violemment, renversant mon verre de citronnade sur la nappe brodée que ma grand-mère avait faite des décennies auparavant. Le liquide jaune s'est répandu rapidement sur le tissu, blanc, créant une tache qui, tout comme la révélation de mon père, ne pourrait jamais être complètement effacée. « Qu'est-ce que vous dites ?» réussis-je à balbutier, tandis que Madame Dubois se précipitait pour nettoyer le désordre que j'avais causé. « Ta mère » hésita-t-il. « Avant notre mariage, elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Quand nous avons découvert qu'elle était enceinte, j'ai assumé la paternité et nous n'en avons plus jamais reparlé. Je t'ai aimée comme ma propre fille pendant toutes ces années. Hélène, rien ne changera cela. » Je regardais mes frères, cherchant un signe indiquant que c'était une plaisanterie de très mauvais goût. Leur visage, cependant, était aussi pâle que le mien devait l'être. Ils semblaient tout aussi surpris. « Vous le saviez ?» demandai-je, sentant ma voix faiblir. « Non, » répondit Antoine, l'aîné. « Papa n'a jamais mentionné ça. Pourquoi maintenant ?» demandai-je, tournant mon attention vers mon père. « Maman est décédée il y a 5 ans. Pourquoi attendre tout ce temps pour me le dire ?» Mon père baissa les yeux, les fixant sur la tache de citronnade qui s'étalait maintenant sur la nappe. Je lui avais promis d'emporter ce secret dans ma tombe. Mais il hésita. Je ne peux plus porter ce poids. Je me levai de table si brusquement que la chaise faillit basculer en arrière. L'arôme du fromage frais et des croissants qui, quelques minutes auparavant, m'apportait du réconfort,
semblait maintenant m'étouffer. Les murs de la salle à manger paraissaient se refermer sur moi. « J'ai besoin d'air », dis-je, me dirigeant vers la terrasse sans regarder en arrière. Dehors, le ciel restait absurdement bleu, comme si rien ne s'était passé, comme si ma vie ne venait pas de s'effondrer. Les collines verdoyantes qui entouraient dans la ferme, qui m'avaient toujours apporté la paix, semblaient maintenant m'observer avec indifférence. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à observer l'horizon sans vraiment le voir. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Quand je suis finalement rentrée, la table avait été débarrassée, et mes frères étaient dans le salon, discutant à voix basse. Ils se turent en me voyant. « Où est papa ?» demandai-je. « Dans son bureau ?» répondit Charles. « Il est secoué. » Je ris amèrement. « Il est secoué ?» Les mots sortirent plus tranchants que je ne l'avais prévu. « Il vient de bouleverser ma vie, et c'est lui qui est secoué. »« Hélène, il souffre aussi, » intervint Antoine. Ce n'était pas une décision facile pour lui. « Ah, bien sûr, » répondis-je, sentant la colère monter en moi. Pauvre papa, obligé de porter ce terrible secret pendant 35 ans. Pendant ce temps, j'ai vécu un mensonge toute ma vie. Sans attendre de réponse, je montais les escaliers en direction de mon ancienne chambre. J'avais besoin d'être seule, de traiter ce qui venait de se passer. En entrant dans la pièce, je fus accueillie par les mêmes murs lilas qui m'avaient accompagnée pendant mon adolescence, les mêmes livres sur l'étagère, les mêmes photographies sur la commode. Je m'arrêtai devant le miroir. Qui était cette femme qui me regardait ? J'avais toujours pensé avoir les yeux de mon père, le sourire de ma mère, le menton de mes grands-parents paternels. Maintenant, chaque trait de mon visage semblait appartenir à un étranger. Je pris une des photographies sur la commode. C'était un portrait de famille pris lors de la fête de communion de la fille de ma marraine. Ma mère, Louise, était radieuse dans une robe bleue, ses cheveux châtains soigneusement coiffés. Mon père, avec son éternel costume gris, souriait discrètement. Mes frères, déjà adolescents, regardaient l'appareil photo avec l'irritation typique des jeunes obligés de poser pour des photos de famille. Et moi, une adolescente gauche, souriais ouvertement, sans soupçonner qu'une partie de l'histoire qu'on m'avait racontée sur mes origines était un mensonge. Je reposai la photographie sur la commode avec un lourd soupir. J'avais besoin de réponses. Et si mon père n'était pas mon père biologique, alors qui était-ce ? Ma mère avait emporté ce secret dans sa tombe, mais peut-être y avait-il des indices, quelque chose qui pourrait me guider dans cette quête de vérité. Je passais la nuit blanche, remuant mes souvenirs à la recherche du moindre indice que j'aurais pu manquer au fil des ans. Je me souvins de conversations chuchotées qui cessaient quand j'entrais dans la pièce, de regards échangés entre ma mère et mon père, quand quelqu'un commentait mes différences par rapport à mes frères, de petits détails qui, isolément, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, composaient un tableau de secrets soigneusement gardé. Le lendemain matin, je descendis pour le petit déjeuner, décidé à obtenir plus d'informations de mon père. Je le trouvais seul dans la cuisine, préparant une tasse de café avec des mains tremblantes. Il semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en une seule nuit. « Bonjour », dis-je, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Il se retourna, surpris par ma présence. « Hélène, je... »« Non !» l'interrompis-je. « Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Et vous allez écouter. Je dois tout savoir. Qui est mon père ? Biologique ? Ma mère a eu une liaison ? C'était avant que vous vous connaissiez ? Sait-il que j'existe ? » Mon père soupira, posant la tasse de café sur la table. « C'était avant notre mariage, » commença-t-il. « Ta mère a eu une relation avec un musicien qui passait par le village. Un homme nommé Richard. Quand nous avons découvert qu'elle était enceinte, nous avons décidé que j'assumerais la paternité. Personne au village ne le savait. Pas même tes frères. Quant à savoir s'il sait pour toi, il marqua une pause. Je ne sais pas. Ta mère n'a jamais voulu reprendre contact avec lui. Un musicien ? Répétai-je, essayant d'assimiler l'information. Et vous avez simplement décidé d'effacer son existence de ma vie. Nous avons fait ce qui nous semblait le mieux à l'époque, se défendit mon père. Nous étions jeunes, effrayés. La société était différente il y a 35 ans, Hélène. Une mère célibataire aurait été stigmatisée, tu aurais été traitée de... Il ne put terminer sa phrase. D'enfant illégitime, conclus-je. Alors vous avez menti pour me protéger ? Pour nous protéger tous, dit-il, avec un ton de supplique dans la voix.
Ta mère ne voulait pas que Richard fasse partie de nos vies. C'était un homme sans attache, un rêveur qui allait de ville en ville avec sa guitare. Ce n'était pas le genre de personne à assumer la responsabilité d'un enfant. L'ironie ne m'échappa pas. L'homme décrit par mon père me ressemblait beaucoup plus que le reste de la famille. Un rêveur, un artiste. C'était peut-être de là que venait ma passion pour les arts, si différente de l'inclination pour les affaires de mes frères. Je dois le trouver, dis-je, plus pour moi-même que pour mon père. Hélène, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, m'avertit mon père. 35 ans ont passé. Il peut être n'importe où, peut-être même plus en vie. Je dois essayer, insistai-je. Je ne peux pas simplement accepter cette révélation et continuer ma vie comme si de rien n'était. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de connaître mes origines. Mon père parut vieillir encore davantage sous mes yeux. Si c'est ce que tu veux, je ne peux pas t'en empêcher. Mais sache que, peu importe ce que tu découvriras, tu seras toujours ma fille. Ces mots, dits avec tant de sincérité, faillirent me faire reconsidérer. Presque. Mais le besoin de découvrir la vérité était plus fort. Je suis retournée à Paris le lendemain, déterminée à commencer ma recherche. Dans les semaines qui suivirent, je transformai mon petit appartement en centre d'investigation. J'ai recherché le nom Richard dans les archives des journaux locaux, cherchant toute mention de musiciens qui seraient passés par le village à l'époque où ma mère est tombée enceinte. La recherche semblait infructueuse, jusqu'à ce que, par un après-midi pluvieux, je décide d'explorer le grenier de la ferme à la recherche d'une piste que ma mère aurait pu laisser. Le grenier était exactement comme je m'en souvenais. Poussiéreux, rempli de vieux meubles et de cartons contenant les souvenirs des générations passées. Je passais des heures à ouvrir des malles et à examiner des documents jaunis par le temps. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, je trouvai une vieille valise en cuir cachée derrière une étagère. En l'ouvrant, outre de vieux vêtements, je trouvai quelque chose qui fit battre mon cœur, un journal intime, soigneusement caché dans la doublure de la valise. Les pages jaunies révélèrent l'écriture délicate de ma mère. C'était un journal de sa jeunesse, avec des entrées datant d'1 an avant ma naissance. Je m'assis là, sur le sol poussiéreux du grenier, et commençai à lire, ayant l'impression d'envahir son intimité, mais incapable de m'arrêter. Aujourd'hui, Richard a joué une chanson qu'il a composée pour moi, disait l'une des entrées. Il dit que je suis sa muse, son inspiration. Papa n'approuverait jamais notre relation, mais je ne peux m'empêcher de l'aimer. Quand il joue, c'est comme si le monde entier disparaissait, et qu'il n'y avait plus que nous deux. Mon cœur s'accéléra en lisant ces mots. Ma mère, toujours si réservée et traditionnelle dans mes souvenirs, avait été passionnée par un musicien rebelle. Je continuai à lire, absorbant chaque mot, chaque émotion enregistrée sur ces pages. Richard est parti aujourd'hui, disait une entrée quelques semaines plus tard. Il a dit qu'il avait été invité à jouer à Paris, que c'était sa grande chance. Il a promis de revenir pour moi, mais je vois dans ses yeux que la musique est son seul véritable amour. Je ne lui ai pas parlé du bébé. Ce ne serait pas juste de le retenir ici, de détruire ses rêves avec une responsabilité qu'il n'a pas demandée. Je sentis des larmes couler sur mon visage. Ma mère avait choisi de ne pas parler de mon existence à Richard. Il ne savait même pas qu'il avait une fille. Les entrées suivantes détaillèrent le désespoir initial de ma mère, suivi du réconfort trouvé dans les bras de l'homme que j'avais toujours connu comme mon père. Jean-Charles est un homme bon, écrivit-elle. Quand je lui ai parlé du bébé, je m'attendais au rejet, peut-être même au mépris. Au lieu de cela, j'ai trouvé compréhension et amour. Il m'a demandé en mariage, s'est proposé d'élever l'enfant comme le sien. Je sais que je ne l'aime pas comme j'ai aimé Richard, mais peut-être qu'avec le temps, j'apprendrai à l'aimer, comme il le mérite. Je fermai le journal, ressentant un mélange d'émotions que je ne pouvais nommer. Ma mère avait aimé intensément ce Richard, mais avait choisi une vie de sécurité avec mon père. Richard n'a jamais su mon existence. Et moi, pendant toutes ces années, j'avais vécu une vie basée sur un mensonge bien intentionné. Je rangeai le journal dans mon sac et descendis les escaliers, déterminée à suivre cette nouvelle piste. Mon père était sur la terrasse, observant le coucher de soleil. « J'ai trouvé le journal de maman », dis-je sans détour. Il se retourna lentement, son visage un masque de résignation. « Je me doutais bien que tu finirais par le trouver. »« Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il ne savait même pas pour moi ?» demandai-je, sentant l'indignation monter. « Vous m'avez laissé croire qu'il nous avait abandonnés. Je n'ai jamais dit ça. »
se défendit. Mon père, j'ai seulement dit que ta mère ne voulait pas qu'il fasse partie de nos vies. Par omission, vous m'avez laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai, rétorquai-je. Je vais le trouver. J'ai besoin de savoir qui il est. J'ai besoin de comprendre d'où je viens. Et s'il ne veut pas te connaître, demanda mon père, avec une douceur qui me désarma. As-tu envisagé cette possibilité ? Je n'avais pas de réponse à cette question. En fait, je n'avais pas envisagé que Richard puisse me rejeter. Dans mon esprit, j'avais construit un scénario où il me recevrait à bras ouverts, où je trouverais enfin les réponses à toutes les questions qui me tourmentaient maintenant. Je dois essayer, dis-je finalement. S'il ne veut pas me connaître, au moins je saurai que j'ai essayé. Mon père acquiesça lentement, acceptant ma décision. Ta mère a dit qu'il allait jouer au club Le Caveau Bleu à Paris. Je ne sais pas s'il existe encore ou s'il y joue toujours, mais c'est un début. Je fus surprise par cette information. Vous saviez depuis le début où il pourrait être ? Pas exactement, répondit mon père. Ta mère a mentionné ça une fois, juste après ta naissance. Elle a dit qu'il y avait trouvé un engagement stable. Nous n'en avons plus jamais parlé. Je le remerciai pour l'information, même tardive, et retournai à Paris avec une nouvelle détermination. Le club Le Caveau Bleu existait toujours, bien qu'il ait peut-être changé de propriétaire au fil des décennies. Je me rendis sur place un mercredi soir, quand la clientèle était clairsemée. Le barman, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, écouta mon histoire avec une attention surprenante. « Richard Moreau ?» répéta-t-il, après que j'ai décrit l'homme que je cherchais sur la base des informations du journal de ma mère. « Oui, il a joué ici pendant de nombreuses années. C'était l'un des meilleurs guitaristes que j'ai jamais vus. » Mon cœur s'accéléra. Une piste concrète, enfin. « Vous savez où je peux le trouver ?» Le barman fronça les sourcils, pensif. Il a cessé de jouer ici régulièrement il y a environ 10 ans. Il apparaît de temps en temps pour une soirée spéciale. La dernière fois, c'était... Il fit une pause pour calculer. Il y a environ 6 mois. Avez-vous un moyen de le contacter ? Demandai-je, sans pouvoir cacher l'anxiété, dans ma voix. Pas directement, répondit le barman. Mais le propriétaire, Monsieur Martin, a probablement ses coordonnées. Il vient généralement ici le vendredi soir. Si vous revenez, vous pourrez lui parler. 2 jours plus tard, je retournai au Caveau Bleu. Monsieur Martin, un homme corpulent avec une moustache impressionnante, écouta mon histoire avec intérêt. « Richard est une légende ici, » dit-il. « Il a joué ici pendant près de 20 ans. Maintenant, il est semi-retraité, donne des cours de musique et fait des apparitions occasionnelles. J'ai besoin de le trouver, insistai-je. C'est extrêmement important. » Monsieur Martin m'observa un long moment, comme s'il évaluait ma sincérité. « Normalement, je ne fais pas ça. Mais votre histoire m'a touchée, » dit-il enfin. « Je vais l'appeler et lui dire que vous voulez lui parler. Le reste dépendra de lui. » Je devais paraître aussi anxieuse que je me sentais, car Monsieur Martin sourit de manière compréhensive. « Laissez-moi vos coordonnées. S'il accepte de vous rencontrer, je vous contacterai. » Les semaines qui suivirent furent un exercice de patience. En attendant, je continuais mes recherches sur Richard Moreau. Je découvris qu'il avait sorti quelques albums indépendants au fil des ans, conservant toujours un public fidèle, bien que restreint. Je trouvais quelques photos anciennes dans des articles de journaux locaux. Il avait des yeux expressifs, semblables aux miens, et le même sourire légèrement en coin qui me regardait dans le miroir tous les matins. Finalement, après presque 1 mois d'attente, je reçus un appel de Monsieur Martin. « J'ai parlé à Richard, » dit-il. « Il a été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a besoin d'un peu de temps pour digérer l'information, mais il a accepté de vous rencontrer. Il jouera ici vendredi prochain. Il a dit que vous pouviez venir, l'écouter, et qu'ensuite vous parleriez. » Je passai toute la semaine dans un état d'anxiété et d'attente. Lorsque vendredi arriva enfin, je m'habillai avec soin, choisissant une tenue qui ne semblait ni trop formelle, ni trop décontractée. Je voulais faire une bonne première impression, même si je ne savais pas exactement pourquoi. Le caveau bleu était bondé ce soir-là. Je trouvai une table au fond, suivant les indications de Monsieur Martin. Les lumières diminuèrent, et un homme aux cheveux grisonnants monta sur scène, portant une guitare usée par le temps. Richard Moreau, mon père biologique, était à quelques mètres de moi. Il joua pendant près de 2 heures, un mélange de blues et de jazz qui me captiva complètement.
Il y avait quelque chose de familier dans sa musique, quelque chose qui résonnait en moi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Lorsque la performance se termina, je restais assise, incapable de bouger, tandis que la foule applaudissait avec enthousiasme. Monsieur Martin s'approcha de ma table, après le départ de la plupart des clients. « Il vous attend dans sa loge », dit-il en indiquant une porte au fond de l'établissement. Les jambes tremblantes, je me dirigeai vers l'endroit indiqué et frappai doucement à la porte. « Entrez !» répondit une voix grave de l'autre côté. Richard était assis sur un canapé usé, tenant toujours sa guitare. De près, je pus voir plus clairement les ressemblances entre nous, les mêmes yeux, la même forme de visage. Il m'observa un long moment avant de parler. « Hélène, c'est ça ?» dit-il finalement. J'acquiesçai, incapable de formuler des mots. « Martin m'a raconté votre histoire. Sur votre mère, Louise, et comment vous venez de découvrir que... » Il hésita. « Que je pourrais être votre père biologique. »« Oui, » réussis-je à répondre. « J'ai trouvé son journal. Elle a écrit sur vous. » Richard m'indiqua le canapé à côté de lui, m'invitant à m'asseoir. « Louise a été mon premier véritable amour, » dit-il avec un sourire nostalgique. « Nous étions si jeunes, si pleins de rêves. Elle avait cette façon de regarder le monde, avec tant d'espoir. Elle ne vous a jamais parlé de moi, dis-je, plus comme une affirmation qu'une question. Richard secoua la tête. Non. Quand j'ai quitté le village, j'ai promis de revenir pour elle. Mais la vie sur la route, les opportunités. J'ai fini par rester à Paris. Quand je suis finalement revenue, presque 1 an plus tard, elle était déjà mariée à un médecin local. J'ai pensé qu'elle était passée à autre chose, qu'elle m'avait oubliée. Elle n'avait pas oublié, dis-je, me souvenant des mots du journal. Elle a écrit sur vous avec tant d'affection. Une larme solitaire coula sur le visage ridé de Richard. Je n'ai jamais su que j'avais une fille, murmura-t-il. Toutes ces années, j'ai tant perdu. Je ne sus quoi dire. Une partie de moi voulait le blâmer de ne pas être revenu, de ne pas avoir insisté davantage. Une autre partie comprenait qu'il n'avait pas connaissance de mon existence, qu'il ne pouvait être blâmé pour une décision que ma mère avait prise seule. « Pourquoi me cherchez-vous maintenant ?» demanda-t-il, après un moment de silence. Après tant d'années, j'expliquai la révélation de mon père, ma quête de réponse, le besoin de comprendre mes origines. « Alors Jean-Charles a été votre père pendant toutes ces années », dit Richard pensif. « Il vous a élevé, vous a aimé. C'est bien plus que ce que j'ai jamais fait. » « Pas par choix, argumentai-je. Vous ne saviez même pas pour moi. » Richard sourit, un sourire triste et fatigué. « Néanmoins, il a été votre père dans tous les sens importants du terme. Nous avons parlé pendant des heures. Richard m'a raconté sa vie, ses voyages, sa musique. Il a parlé de comment il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'autres enfants. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, a-t-il avoué. Maintenant, je comprends ce que c'était. Quand nous nous sommes quittés, il était déjà l'aube. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, promettant de rester en contact. Je ne sais pas exactement ce que j'attendais de cette rencontre, mais je suis partie avec un sentiment de paix que je n'avais pas éprouvé depuis la révélation de mon père. 3 mois s'étaient écoulés depuis le déjeuner dominical qui avait bouleversé ma vie. Je gardais un contact régulier avec Richard, le rencontrant occasionnellement pour déjeuner ou assister à ses concerts. C'était étrange de construire une relation avec un homme qui était biologiquement mon père, mais qui, en même temps, était presque un étranger. Ce fut lors d'un de ces déjeuners que Richard suggéra quelque chose qui allait à nouveau changer le cours de ma vie. « Hélène, as-tu envisagé de faire un test ADN ?» demanda-t-il, alors que nous terminions notre repas. « Pour confirmer, tu sais, que je suis vraiment ton père. » La suggestion me prit par surprise. J'étais si certaine que Richard était mon père biologique que je n'avais même pas envisagé la possibilité de faire un test. « Tu as des doutes ?» demandai-je. Richard secoua la tête. « Ce n'est pas ça, c'est que, en te regardant, je vois tant de ressemblances. Mais je vois aussi des traits que je ne reconnais pas, qui ne sont pas les miens. C'est peut-être juste mon imagination, mais... Je comprends. » L'interrompis-je. « Tu veux être sûr. Moi aussi. » La semaine suivante, j'ai fait un test ADN avec Richard. Et, à ma surprise absolue, il a révélé que ni mon père ni Richard ne partageaient d'ADN avec moi. J'étais maintenant encore plus confuse. Si ni le père qui m'a élevée, ni le musicien que ma mère avait aimé n'était mon père biologique, alors qui était-ce ?
Je confrontais mon père avec les résultats du test lors de ma visite suivante à la ferme. Il était dans son bureau quand j'entrais, organisant de vieux documents. Il semblait plus abattu que jamais. Je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai fait un test ADN. Ni Richard, ni vous, n'êtes mon père biologique. Comment est-ce possible ? Je m'attendais à de la surprise, peut-être même de l'indignation. Au lieu de cela, je vis un homme s'effondrer sous mes yeux. Mon père tomba sur sa chaise, tremblant, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. J'y croyais moi-même. Mon médicament provoque des effets secondaires. Le médecin a dit que je pourrais avoir des épisodes de confusion mentale. Ces épisodes ont pu créer des idées délirantes. Je regardais mon père avec un mélange de choc et de compassion. Il avait cru à son propre mensonge, résultat d'un état psychotique temporaire. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du médicament ? Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est qu'après ce déjeuner, quand tu es parti, qu'Antoine et Charles ont remarqué mon comportement erratique. Ils m'ont emmené chez le médecin, qui a diagnostiqué un effet secondaire grave du médicament que je prends pour le cœur. Cette information me frappa comme un coup. Mon père, un médecin respecté, avait ignoré les signes d'une complication médicamenteuse que, ironiquement, il aurait dû reconnaître. Et maintenant, nous revenons au point de départ, dis-je, sentant le poids de la fatigue émotionnelle. Des derniers mois, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens. Mon père me regarda avec des yeux angoissés. Tu es ma fille, Hélène, tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Le sang ou pas, nous t'avons élevée avec amour. C'est ce qui compte vraiment. Une partie de moi voulait accepter ces paroles, clore cette recherche et continuer ma vie. Mais le besoin de connaître, la vérité était plus fort que jamais. Si ce n'était pas Richard, alors qui était mon père biologique ? Ce fut lors de la traditionnelle fête du village, 6 mois après la révélation initiale, que ma marraine de baptême, Éléonore, demanda à me parler en privé. Éléonore avait toujours été une figure distante dans ma vie, n'apparaissant qu'aux occasions familiales importantes. J'avais toujours attribué sa réserve à sa personnalité introvertie. Mais ce soir-là, alors que nous étions assises dans le jardin de sa maison, l'arôme des crêpes et du cidre flottant dans l'air, je réalisais qu'il y avait bien plus dans sa distance qu'une simple timidité. « Hélène, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle, ses mains ridées tremblant légèrement. « Quelque chose que j'ai promis à ta mère de ne jamais révéler. Mais maintenant, il semble que le destin veuille que tu le saches. Ce qu'Éléonore me révéla ce soir-là changea tout. Ma mère avait suivi un traitement de fertilité, quelque chose considéré comme tabou à l'époque, surtout dans la société conservatrice de la province. J'avais été conçue par insémination artificielle, avec le sperme d'un donneur anonyme. Ton père était d'accord avec la procédure, expliqua Éléonore. Mais il n'a jamais réussi à accepter complètement cette réalité. La fierté, la honte face à la communauté, tout cela l'a rongé de l'intérieur pendant des années. La révélation apporta un mélange de soulagement et de nouvelles questions. Durant les 2 mois suivants, j'ai affronté la bureaucratie des cliniques de fertilité, la résistance de la famille qui préférait laisser le sujet dans le passé. Au cours de cette recherche, j'ai découvert que le médecin responsable du programme de donneur était, ironiquement, un cousin éloigné de mon père. Au pénultième mois de mon périple annuel, j'ai réussi à découvrir l'identité de mon donneur, un étudiant en médecine devenu un généticien renommé. Après avoir hésité, je lui ai écrit une lettre expliquant ma situation. Sa réponse vint sous la forme d'une invitation à une rencontre. L'homme, maintenant un professeur d'université respecté, me reçut avec une curiosité sincère. Au cours de notre conversation, il révéla qu'il s'était toujours demandé si ses gènes avaient donné la vie. « Je n'ai jamais fondé de famille, » avoua-t-il. « Mes recherches ont consumé ma vie. Savoir que tu existes, c'est comme découvrir une partie de moi dont j'ignorais l'existence. » Mon voyage s'est terminé exactement 1 an après la révélation initiale, lors d'un autre déjeuner dominical à la ferme. J'ai réuni tous les personnages importants de cette saga. Mon père, maintenant remis de sa confusion, médicamenteuse. Mes frères, qui après une résistance initiale, ont soutenu ma quête. Éléonore, qui a révélé la vérité cruciale, et, à la surprise de tous, le généticien, qui fut accueilli avec une curiosité chaleureuse par la famille. Sur la terrasse de la ferme, tandis que nous observions le soleil se couchant derrière les collines normandes,
l'arôme du café frais se mêlant à celui du camembert affiné, j'ai compris une vérité fondamentale. La famille va bien au-delà de l'ADN. C'est une construction quotidienne d'amour, de respect et par-dessus tout, de vérité. Je regardais ces personnes si différentes les unes des autres, unies par des circonstances extraordinaires. Et je ressentis une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Mes yeux embués reflétaient non seulement les douleurs du passé, mais surtout l'espoir en un avenir où tous les liens, biologiques ou non, sont également précieux. Alors voilà, dit mon père, brisant le silence contemplatif. Une année de secrets révélés, de vérités découvertes. Une année de guérison, corrigeai-je, tenant sa main ridée entre les miennes. Et de nouveaux départs. Le généticien leva sa tasse de café dans un toast silencieux, suivi par les autres. À ce moment-là, j'ai compris que la quête de mes origines m'avait mené non pas à une réponse définitive, mais à une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement appartenir. Et cela, plus que tout lien de sang, était le véritable trésor que j'avais trouvé.